Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo un peu spéciale, vous avez dû voir dans le titre. Bon, bah c'est une grande première pour moi, quoi. Écoute, on verra, hein. À mon avis, ça va être sympa. Et bah, il n'y a pas de raison, hein. Donc là, on est vendredi. Tout commence en fait demain. Je suis venu là dès ce soir. J'étais content, là. Puis, j'aimerais bien aussi tester le chauffage gaz du Trou-Massé. Alors bah, c'est la bonne occasion là parce que la nuit il fait une dizaine de degrés. Donc bah, je vais voir si ça marche, j'espère quoi. En attendant, bah, générique. Je suis chat. Bah, ça commence bien, il y a mon voisin camping-cariste qui accroche les drapeaux, quoi, bleu, blanc, rouge, allez, vive la France, hein. Sans déconner, quoi, il y en a marre de toutes ces histoires d'Union Européenne, là. Puis en plus, il va y avoir des super intervenants, je vous montre. Et voilà, ouais, le voisin, hop, drapeau français, avec le rameau d'olivier au milieu, génial. Samedi. Voilà. Ah oui, donc voilà, les intervenants, c'est ce que je voulais dire, voilà. Ah donc, ça commence avec Idrissa Berkane. Conférence d'introduction d'Idrissa Berkane. Hein, ça devrait être sympa. Alors, 10h30, début de la première grande table ronde avec Amélie Ismaili. Donc il y a Idrissa Berkane également. Pierre-Alexandre Bouclet. Lui, il fait quoi? Il devient directeur des communications et du marketing de SOS Chrétien d'Orient. Il préside Radio Courtoisie, d'accord, Radio Courtoisie, c'est un peu catho, ouais, bah pourquoi pas, écoute. John Laughlin, donc lui, Forum pour la démocratie, nanana, considéré comme l'un des architectes intellectuels du Brexit, parfait, très bon. Philippe Béchade, super, spécialiste d'économiste, quoi, lui il aime bien tout ce qui est or et tout ça. Déjeuner, ouais, bah non, moi j'irai pas. Alors, l'Occident est-il en décadence? Alors, Amélie Ismail, Idrissa Berkane, David Causandet est un essayiste suisse. C'est un Suisse, docteur en physique théorique de l'université de Berne, notamment l'auteur du Secret de l'Occident. D'accord. Ok, donc il y a toujours John Laughlin et Philippe Béchade. Ah oui, donc la première conférence, c'est la liberté d'expression, je crois. Ah ouais, que devient la liberté d'expression? C'est bien ça. Et puis bah, ensuite, à 18h, il y a le discours de François Asselineau, constituera l'un des temps forts de l'université de l'UPR. Bon, alors il y a dîner, après il y a la grande tombola. Ouais, ça c'est la salle, j'ai été la voir tout à l'heure, ouais, c'est exactement ça. Des lots instructifs, savoureux, historiques, etc. Donc quelques lots remarquables. Ah ah, bon. Ok. Et puis à la fin de soirée, des rencontres individuelles, nanana, avec les responsables nationaux. Je sais pas si j'ai le droit de filmer tout ça, mais on va essayer, quoi. Hébergement, bah moi je suis en camping-car, donc voilà. Ok, et ben on va voir tout ça. Ouais, donc j'avais plus d'eau là pour me faire des cafés, éventuellement si je veux me faire cuire des pâtes et tout ça. Donc je vais là-bas, ils sont en train de préparer tous les, comment ça s'appelle en anglais là, les goodies, enfin la petite boutique quoi, voilà. Et puis bah du coup, je regarde, je fais ah ouais tiens un petit briquet pour le camping-car, allez 2 €. Puis je regarde, ah bah tiens, un stylo bic. Je dis, bah ouais, ça peut servir, quoi, pour le camping-car, voilà, quoi, ça fera des petits souvenirs de l'université d'automne de l'UPR. Et puis, bah, la dame, elle a été super sympa. Elle m'a donné un bloc-notes. Donc, ouais, sympa. Il y avait une gourde aussi, mais bon, la gourde UPR, pour les filles à l'école, ça fait peut-être mal, quoi, donc... Puis c'était 20 balles, 18 €, je crois.
18 €. Sinon, il y avait, comment dire, les trucs, les petits boutons, là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bon, bref. Pas les boutons de manchette, mais les boutons, la fleur, le rameau d'olivier. Bah, j'ai pas pris parce que j'ai pas pris. Donc voilà, je garde un peu de sous pour la tombola. Il y a peut-être des trucs à gagner. Hein. Je sais pas ce qu'il y a à gagner, on verra. Mais j'espère que ça va être cool. Et puis bah là, je suis rentré au camping-car. La chienne, la bourrique, elle est dégueulasse. J'ai été la promener, elle a fait son petit tour parce que les voisins, ils ont un chien. Et du coup, bah, elle s'est fait un copain. Bah, par contre, elle est dégoûtante, c'est une catastrophe. Enfin bon. Allez, bon bah je vous reprends, je sais pas quand. Comment on va faire? On va aller à la douche, sauf que j'ai oublié le shampoing pour chien. Bon, déjà, dans un premier temps, on va mettre l'antipuce, là. On va mettre le pchit pour la puce. Oui. Parce que c'est rempli de puces, ce toutou, là. Ouais, c'est un peu compliqué, là, parce que je fais une crise de goutte encore, quoi. Crise de goutte. Alors le problème, je sais pas si vous avez vu la vidéo, je mettrai en lien peut-être là ou là, je sais pas. Avec Idrissa Berkane là, qui est là demain, et puis il y a le professeur Raoult et puis bah, son avocat et bah, Didier Raoult, il est comme moi, il est goutteux. Il fait des gouttes, il fait de la goutte. Mais le problème, c'est que bah, maintenant, la colchicine, si vous voulez, ça rapporte pas assez au labo. Donc, c'est plus ou moins interdit en France maintenant. Enfin, je veux dire, les médecins, ils en vendent plus. Donc, on fait comment, quoi? Donc, bon, j'en ai eu marre d'avoir... J'ai appelé le médecin, donc il voulait pas... La médecin, elle voulait pas me recevoir. Ouais, voilà, vous revenez lundi. Ouais, bah, sauf que j'ai mal, moi. Bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai été voir sur le net. Et puis, bah, j'ai pensé à un copain qui est à fond dans l'homéopathie. Et je me suis dit, bon, bah, je vais chercher un traitement homéopathique pour la goutte, quoi. Vu que la colchicine, ce qui soigne la goutte normalement, bah, c'est plus ou moins interdit maintenant en France, quoi. Alors voilà, j'ai trouvé ça, et puis j'en ai un autre là-bas, là. Donc colchicum automnal, apis mellifica, et puis de belladonna. Eh ben, j'en prends toutes les heures là depuis ce matin et il y a une nette amélioration. C'est pas ça encore, mais ça va mieux. Puis bah, je bois de l'eau, quoi. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ouais, il est 6 h du mat là. Je me suis réveillé, il devait être 4 h. Bon bah du coup j'ai commencé mon petit montage. Vous avez vu là l'état du pied là. J'ai hyper mal. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, ouais, Frexit, moi j'en ai marre, là, de l'Union Européenne, les lobbies, la Van der Prout, la Van der... pas quoi, là. Ras-le-bol, quoi. Franchement, on n'arrive même plus à trouver de colchicine, quoi. C'est un produit de base, quoi. C'est comme l'hydroxychloroquine, enfin bon... ras-le-bol. Bon, allez, on y va. Enfin, je vais me recoucher, puis c'est parti. Voilà, la bourrique, elle veut pas rentrer. Bah oui, tu m'étonnes. Il y a l'instinct. L'instinct du chien de berger qui ressort. Il y a plein d'odeurs partout. Ça va encore se rouler dans le caca de vache. Viens au pied. Allez. Dépêche-toi. Tu viens. Oh, je vais la laisser là, je vais aller boire mon café. C'est rendu célèbre par un essai politique sur comment libérer son cerveau, en fait, mais à l'origine, c'est un journaliste, et il a été journaliste plusieurs années au Point, et puis il a fini par quitter le Point parce qu'il ne pouvait plus supporter, en fait, la ligne éditoriale du Point, notamment sur l'Ukraine ou sur le professeur Raoult, etc. Alors il va nous expliquer probablement ça, quand c'est pas encore assez fort. Je sais pas... Ça va ? Je vais lui laisser tout de suite la parole. Il nous fait une présentation PowerPoint. Bienvenue Idriss, en tout cas. Merci d'avoir accepté de venir à notre université. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Désinstaller un siècle de terrorisme intellectuel, puisque le mot complotiste va vraiment être développé, comme vous le savez, au XXe siècle. Et puis pas n'importe comment. En réalité, au départ, le mot complotiste était positif, figurez-vous. Donc on le trouve notamment dans un excellent ouvrage de référence publié en 1910 chez Macmillan
par l'historien américain James Ford Rhodes sur l'histoire américaine. Et son traité d'histoire américaine analyse la théorie du complot, Conspiracy Theory, dans les origines de la guerre de sécession, précisément, qui dit, bon, on a un problème, les gens doutent des conclusions de la commission Warren. Bon, alors aujourd'hui, on est en 2025, Donald Trump a déclassifié d'énormes quantités de documents qui montrent sans ambiguïté que la commission Warren a menti, il n'y a pas le moindre doute là-dessus, n'importe quel historien sérieux sait que la commission Warren a menti. Donc, par extension, les gens qui critiquaient la commission Warren avaient raison de la critiquer. Peut-être que toutes leurs critiques n'étaient pas fondées, c'est pas le problème, c'est le public. Mais en tout cas, ils avaient raison de douter des résultats de cette commission qui n'étaient pas corrects. Et bien, c'est à cette époque que la CIA va procéder à un retournement sémantique du mot Conspiracy Theory. À partir de ce moment-là, Conspiracy Theory va devenir quelque chose qui est dénigrant, qui est vraiment fait pour... Exactement comme le terme bourgeois en Union soviétique, ou ennemi du peuple quand Staline veut fusiller quelqu'un. Vous savez, on vous met un point rouge pour une frappe chirurgicale, le point rouge de Staline, sans mauvais jeu de mots par rapport à la couleur, c'était bourgeois, ennemi du peuple. Vous aviez le point rouge sur la tronche, c'était terminé. Gerdini Goldstein en 2004, revue de 50 études sur des mécanismes, des normes descriptives, etc. Là aussi, il confirme ces normes sociales. Crandall, 88, la contagion sociale de la boulimie, enfin pas la boulimie dans le sens maladie, binge eating, trop manger. Et là il se rend compte que, évidemment, quand vous êtes entouré de gens qui mangent trop, vous avez tendance à trop manger aussi. Bon, il y a plein de phénomènes de cette nature. Mais la learned helplessness, elle est contagieuse aussi. Elle est contagieuse, et l'esclavage intellectuel, le terrorisme intellectuel est contagieux. Mais pourquoi finalement les complotistes avaient raison? Enfin, on va faire un petit inventaire tout de même. Je vous rappelle que l'explosion du gazoduc Nord Stream, il a été dit que c'était les Russes qui l'avaient fait. Bon, ok, très bien. C'était pas logique. Bon, c'était pas logique. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Et on le sait de façon complètement avérée, de façon admise. Ce ne sont pas les Russes qui ont fait péter leur propre gazoduc qui leur a coûté 4 milliards et qui leur suffisait d'éteindre. Bon. Ok, vous savez, c'est comme dans les films au Moyen-Âge. Il y a quelqu'un qui est attaché avec une corde. Alors dans les films, c'est plus dramatique. Vous voyez quelqu'un qui prend un couteau, qui coupe la corde. Non, vous êtes faux. Au Moyen-Âge, une corde, ça coûte le prix d'un cheval. Vous n'allez pas la couper. Tisser une corde, c'est plusieurs semaines de travail. Donc c'est un parfait morceau de corde, on va certainement pas le couper, on va le défaire, on va pas le couper avec un couteau. Ça, c'est complètement anachronique de couper de la corde au couteau dans un film où quelqu'un est prisonnier au Moyen-Âge. Bon, la corde, ça coûte le prix d'un cheval. Au Moyen-Âge, le gazoduc Nord Stream, il coûte aussi une blinde. Je vois mal, on voit mal. En fait, n'importe qui voit mal les Russes le faire péter juste pour marquer le coup. Par contre, Biden avait dit qu'il pourrait faire sauter le Nord Stream. Alors là, vous avez un article de Mariam Talakadze qui dit c'est de la désinformation. J'ai lu l'article, et l'article cite ça. Voilà, il cite ce discours Biden. Bon, quelqu'un, donc voilà, la première question, bon, si la Russie envahit l'Ukraine, voilà, bon, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Biden a dit ça. On terminera Nord Stream 2. Un journaliste lui demande mais comment vous le ferez? Et Biden répond je vous promets, on sera capable de le détruire. Et bien l'article cite ça, vous dit que c'est vrai, que Biden a bien dit ça, mais que ça prouve rien. Voilà. Bon, mais évidemment, le connard moyen qui lit un article comme ça, il voit le titre. Bon, il voit le titre, il voit marqué désinformation, il va pas plus loin. Alors, par connard moyen, j'entends les gens qui sont plus sensibles à la conformité de H, j'entends les gens qui sont plus sensibles à la conformité de Milgram, j'entends les gens qui sont plus sensibles à toutes les expériences de psychologie dont je vous ai parlé rapidement. Stéroïdes, testostérone, mais vous avez aussi des stéroïdes chez la femme bien sûr, et c'est pas non plus une question d'orientation sexuelle, vous avez des homosexuels masculins qui ont un très fort taux de testostérone. Quoi qu'il en soit, les stéroïdes ont tendance à réduire la conformité au groupe. La capacité à résister à la pression des pairs est corrélée à un certain niveau de stéroïdes. Donc ça vous donne un peu le cliché du mâle alpha, du bûcheron, du Charlie Ingalls là, dans la petite maison dans la prairie, qui coupe du bois et qui ne boit pas la bullshit qu'on lui sert. Bah, c'est confirmé neuroscientifiquement en effet. C'est aussi pour ça que vous avez une certaine guerre à l'autosuffisance, une certaine guerre à l'image du pater familias, capable d'autosuffisance, etc. C'est quelque chose qui est corrélé, parce que si vous voulez vraiment faire en sorte qu'un maximum de membres de la population soient dans la conformité, vous devez lutter contre cette image-là, contre cette image de l'autosuffisance, etc. Parce que la souveraineté collective commence par la souveraineté individuelle. En Russie, donc, vous aviez la psychiatrisation des dissidents. Le grand mathématicien, je crois que c'était Leonid Plyuch, a été, alors lui c'était très simple, vous disiez que c'était pas bien d'envahir Prague,
Alors il n'y avait pas complotiste encore en Union soviétique, mais vous aviez déjà bourgeois, etc. Mais ça marchait plus déjà. Bourgeois, c'était usé. Vous savez, faut changer ces termes. C'est pour ça qu'on les change régulièrement, même dans les médias. Vous allez avoir anti-vax, climato-sceptique. Enfin, c'est important d'avoir multi-étiquettes. Si vous collectionnez tous les Pokémon, c'est encore mieux. Mais fondamentalement, vous avez comme ça complotiste, anti-vax, machin, truc. Eh ben, en URSS, c'était pareil. C'était bourgeois, ennemi du peuple. Mais ensuite, il fallait dire que vous étiez fou. Donc Pliouch, les services de l'URSS lui ont mis du halopéridol à forte dose, qui est utilisé dans le traitement de la schizophrénie, mais si on vous en donne à forte dose, vous allez complètement foutaise, sophisme, ça veut dire foutaise. C'est le fait de coller l'étiquette complotiste sur quiconque remet en question le discours officiel pour ne pas avoir à débattre de ses arguments. C'est exactement ça. Et le complot-sophisme aujourd'hui est complètement démasqué. Parce que nous vivons à une époque d'Internet, nous vivons à une époque où les gens communiquent, et de la même façon qu'Harriet Tubman avait créé le Underground Railway Network pour libérer les esclaves, aujourd'hui les journalistes citoyens ont créé un underground système de journalisme citoyen pour libérer le public de l'esclavage intellectuel et du terrorisme intellectuel. En Irak, non, les Russes ne veulent pas des puces de machines à laver. Non, les Russes n'ont pas récupéré le monument du T-70 de Melitopol, j'ai oublié de vous en parler de celui-là. Non, les Russes n'utilisent pas de vagues humaines en Ukraine. Non, l'ivermectine n'est pas un vermifuge pour chevaux. Non, Donald Trump n'est pas juste tombé de la scène à Butler, c'est ce qu'avait titré CNN. Non, il n'a pas juste été touché par un éclat de prompteur, c'est ce qu'a titré Newsweek. Oui, Kennedy a été assassiné par Allen Dulles. Aujourd'hui, on le sait. En 2025, si vous n'êtes pas complotiste, vous n'êtes pas journaliste. Soyez fiers d'être complotiste. Et je vais conclure par ces deux bulles très courtes. Le dernier argument, ultima ratio, vous savez, le dernier argument sur des déconspis compulsifs qui sont, vous l'avez vu, des terroristes intellectuels et des ennemis littéraux de la démocratie. On ne sait pas, est-ce qu'on est en guerre avec la Chine, avec l'Iran, on ne sait pas. C'est une espèce de flou artistique. Ça fait qu'il n'y a plus maintenant de déclaration de guerre et ça, en fait, vide de sens aussi le pouvoir du Parlement. La dernière chose que je voudrais, qui m'inspire ce que vient de dire John, c'est la déclaration qu'a faite M. Lecornu. M. Lecornu, qui est le Premier ministre français, qui vient de battre un record. Aujourd'hui, c'est le 18e jour où on a un Premier ministre sans gouvernement. Il n'arrive pas à faire de gouvernement. Et il a dit à des syndicats qui l'ont rapporté, et ça va exactement dans le sens de ce que vient de dire John, il a dit qu'il était le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Voilà. Parce que d'abord, il ne décide plus de rien, tout est décidé par d'autres. Hein. C'est à la Commission européenne, c'est décidé à la Banque centrale européenne, c'est décidé à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour de justice de l'Union européenne, c'est décidé à l'OTAN. Enfin, on a vidé de substance ce qui est le principe même de la souveraineté nationale. Et en plus de tout, eh bien, il est contraint par une situation économique et financière absolument dramatique qui fait que la France, je pense, ressemble de plus en plus à une situation de blocage absolu comme en 1788, en définitive. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les médias commencent à se réintéresser peut-être à nous. Voilà. Alors merci pour cette mais que néanmoins, elle le fera revenir au titre d'éditorialiste de Libération. Autrement dit, il sort par la porte, il revient par la fenêtre, et c'est elle qui lui tend la main pour le faire revenir dans le bateau. Ensuite, pas un mot sur Patrick Cohen, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore une vidéo où on le voit s'exprimer. Et néanmoins, on voit bien que Patrick Cohen, dans l'affaire, ne semble pas une victime qui surprend par hasard ce complot. Il a l'air tout à fait actif et il ne dément rien. Et ensuite, et c'est là où c'est peut-être le plus tragique ou le plus rigolo, enfin selon qu'on est de bonne ou de mauvaise humeur, elle vous explique dans son dernier paragraphe qu'elle prend acte de tout cela, mais que néanmoins, elle met en garde la Commission Culture et Communication du Sénat contre les dérives et les assauts d'un certain nombre de médias d'extrême droite, évidemment, parce que dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, on est d'extrême droite ou on est complotiste, et que tout ça est quand même bien dangereux parce que des médias comme l'Incorrect finissent par mettre en danger le débat démocratique. C'est écrit. Et c'est hallucinant, parce que moi je dirige une entreprise, Radio Courtoisie est une entreprise, et si quelqu'un vient m'alerter sur un dysfonctionnement extrêmement grave au sein de la radio, je vais me féliciter d'être prévenu pour
agir et mettre fin au dysfonctionnement et trouver une solution et assainir la situation. Et là, pardon, je vais dire une méchanceté, mais cette dame, au lieu de remercier l'incorrect, elle les accuse d'être des fauteurs de troubles. C'est assez fascinant. Et donc voilà, je pense que la liberté... Depuis 2020, un tel niveau d'intox, d'infox et de fake, ça n'accourt qu'en temps de guerre. L'Occident, jusqu'à la chute du mur de Berlin, faisait envie parce que, la parole était libre, 2, l'information était relativement fiable. Bon, évidemment, on n'oublie pas les quelques anecdotes qui ont abouti au déclenchement de la guerre du Vietnam, en tout cas l'entrée en guerre des Américains. Il y a eu quelques événements, mais... là aussi, on a des compromates, des choses comme ça. Que Larry Ellison soit aujourd'hui possède le contrôle effectif d'une partie de TikTok, c'est aussi tout à fait exact. Et on a vu des changements de ligne éditoriale très rapidement sur TikTok qui étaient considérés comme un énorme problème. On peut faire la synthèse de tout ce que les excellents panélistes ont dit. Ils ont tous raison. Rumi disait que la vérité est un miroir brisé, chacun en possède un petit morceau. Pierre-Alexandre Bouclet a raison de dire que les médias, en fait le PAF, donc la France et aujourd'hui beaucoup de pays sont divisés entre le PAF et le PIF, donc le paysage audiovisuel et le paysage internet. Donc en France on a le PIF et le PAF, paysage internet français, paysage audiovisuel français. Les élections françaises, à cause de la pyramide des âges, sont contrôlées par le PAF, c'est un fait. Alors, on le voit, le nombre d'heures passées à la télé détermine directement les votes, et ça permet même de faire des petits ajustements. Par exemple, si Mélenchon risquait d'être au second tour, à un moment donné, on lui mettait un poutou, on le faisait passer, hop, et puis il prenait pile poil les voix qui manquaient à Mélenchon. Et c'est de la chirurgie, c'est de l'orfèvrerie. L'idéal, bien sûr, ce sont les gens qui font le lien entre le PIF et le PAF. Je pense notamment à Régis Le Sommier, qui est un ancien de Paris Match, qui était numéro 2 de Paris Match. Vous aviez Didier Maisto aussi. Plus on aura de gens qui font le lien entre le PIF et le PAF, mieux ça fonctionnera. Le modèle américain reste porteur d'espoir, puisque Tucker Carlson a fait ce lien. Donc et lui, il a fait ce lien dans l'autre sens, mais d'ailleurs comme Régis Le Sommier, au fond, qui était donc dans un immense média mainstream, Paris Match, dont il avait, ce média, la réputation d'étouffer des affaires pour plaire au pouvoir, ou de les utiliser pour pouvoir ensuite en tirer certains profits ou subventions. J'avais un ami journaliste, un reporter, qui m'avait expliqué comment Paris Match avait enterré un dossier qu'il avait sorti sur François Léotard à l'époque, pour pouvoir obtenir des faveurs du pouvoir. Ce dossier qu'il avait obtenu n'était jamais sorti. Donc, ça, c'est un énorme problème, évidemment, des médias mainstream, puisque étant possédés par des gens proches du pouvoir, il sera très difficile pour eux de respecter la charte de Munich. On rappelle, je crois que c'était Orwell qui avait dit le journalisme, c'est écrire quelque chose que quelqu'un ne veut pas voir publié. Tout le reste, c'est des relations publiques. Quand vous avez au nombre d'heures passées dans les médias, pourquoi continuez-vous à faire de la politique? Alors on n'a pas encore proposé 10 millions d'euros, mais j'entends des journalistes qui me font des petits clins d'œil, qui me disent une fois j'ai eu un journaliste dans un média que je ne citerai pas, qui me reçoit, c'était le matin, c'était à la radio, et puis avant de commencer, je lui dis bon, vous m'avez donné 7 minutes, mais c'est quand même pas génial, hein, bon, pour une fois, c'est... il m'a fait... Quoi? Il m'a montré que c'était des bureaux paysagers, pourtant on était très tôt le matin, il n'y avait personne dans les bureaux. Il m'a dit, vous voulez pas venir prendre un café? Je dis, bah oui, très bien, j'ai compris qu'il fallait que je me taise. On est sorti prendre un café, une machine à café à côté de l'ascenseur. Il m'a dit, je peux pas trop vous parler parce qu'on sait... Quoi, il y a des micros? Il dit, on sait jamais. Et il me dit, moi je fais mon possible. Mais c'est très difficile. Dès que c'est Asselineau, c'est pas possible. Donc je fais ce que je peux. Voilà. Et il n'y a d'ailleurs pas que la rédaction en chef, il y a aussi la SDJ, la Société des journalistes, qui souvent est d'ailleurs assez trustée par les syndicats de gauche, hein, et qui sont mélenchonistes, donc ils veulent se trouver. Je rappelle quand même à ceux qui le croiraient encore que LFI ne veut pas sortir de l'Union européenne et que M. Mélenchon avait traité d'essence maréchaliste
Maréchal Pétain, pas Marion Maréchal, quoique, et bien qui avait dit que c'était des chances maréchalistes qui pouvaient sortir de l'euro. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut beaucoup protéger le statut des journalistes. Il y a des journalistes qui vivent une situation très dramatique, parce que c'est leur gagne-pain, parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils ont souscrit un emprunt pour acheter éventuellement un petit appartement, parce que si, parce que ça, et qui sont, bon, les journalistes, il y en a beaucoup qui sont au chômage, donc ils sont obligés de passer sous les fourches caudines de ceux qui leur donnent des ordres, mais de temps en temps, on rencontre un petit peu comme dans une société totalitaire, un petit clin d'œil, un petit « je vais essayer de faire ce que je peux pour vous ». Voilà, c'est la situation de la France de 2025. Donc, attirer les talents, attirer des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc les chefs d'entreprise, je le dis, fuient aujourd'hui la France. Et pour ceux qui n'ont pas fui, depuis que M. Macron est à l'Élysée, d'abord en tant que secrétaire général, conseiller pour les questions économiques, puis Bercy, puis la présidence, sous, on va dire, la supervision d'Emmanuel Macron, donc qui remonte à 2014, donc on est maintenant 11 ans en arrière, 1060 entreprises françaises ont été vendues majoritairement aux Américains, en partie aux Chinois. On a quelques exemples, des tristes exemples comme l'aéroport de Toulouse. Donc, on a un chef de l'État ou un conseiller du chef de l'État de l'époque qui était François Hollande qui disait il faut vendre les entreprises françaises. Et vendre à qui? Aux amis américains. Enfin, c'est extraordinaire. Ce qui faisait tout l'avenir de la France, c'était qu'est-ce que les Américains ont racheté? Évidemment, nos meilleures start-up, évidemment, nos chefs d'entreprise les plus créatifs, évidemment, les boîtes qui avaient les brevets les plus intéressants. C'est sûr que les Américains ne sont pas venus pour racheter des boîtes qui survivaient de l'époque de la sidérurgie. Et Nathalie Arthaud qui attaque Jean-Luc Mélenchon parce qu'il essaie de défendre le peu de souveraineté qui reste avec l'assaut, qui eux-mêmes vont se faire phagocyter par les Allemands. Alors, tout ça en conclusion, c'est aussi un problème de responsabilité, puisque une bureaucratie, c'est quand on met un maximum de distance entre celui qui prend la décision et celui qui en subit les conséquences. Exemple, Thierry Breton. Bon, il faut être concret à la fin. Thierry Breton, alors lui, c'est festival. Je sais pas, vous pouvez deviner de combien de pourcents il a dégommé Athos? 90%. Ouais, c'est 99,9. 99,9. Donc vraiment, en fait, vous savez, il y a des gens comme ça, ils ont tellement la ch'toumoune que s'ils misent sur un cheval, le cheval il va faire le signe de croix avec ses sabots. Thierry Breton, honnêtement, je crois qu'il a l'œil, le mec, c'est du vaudou. S'il s'approche du siège de l'entreprise du CAC 40, je pense qu'ils embauchent l'exorciseur du Vatican. Parce que ce mec-là a coulé toutes les boîtes par lesquelles il est passé. Il est multimillionnaire, il est exécuteur testamentaire de Bernard Arnault, il a été dans la hiérarchie européenne intouchable. Sénégalais. Intouchable, il s'est régalé, bien sûr, mais c'est fait pour se régaler. Et il est sénégalais, pardon, oui, aussi. Pour les enfants. J'ai compris se régaler, mais c'est voilà. Il est sénégalais en effet, oui, pour les impôts. Voilà, parce que bon, l'Union européenne c'est très bien, mais pour les autres. Donc, bon, ça c'est la bureaucratie. Et ça c'est l'URSS. Sur les conclus, je voulais en venir pour conclure. L'URSS, elle était en décadence totale quand plus personne n'y croyait. Tout le monde voyait bien qu'il y avait, vous savez, le GUM, le magasin d'État pour les élites. Je suis beaucoup le compte sur Quora d'un ancien propagandiste de l'URSS qui explique comment c'était. Donc c'est un type qui s'appelle Dima Vorobiev. Vous pouvez regarder sur Quora les réponses qu'il donne, c'est très intéressant. C'était un officier de propagande soviétique de 81 à 91. Et Dima Vorobiev explique sa vie. Alors il explique, voilà, l'Union soviétique à l'époque avec un blue jean, c'est bon, vous étiez absolument sûr de choper, quoi. C'est clair, si vous aviez un rendez-vous galant, une paire de Levi's, ça y est, ça valait le prix de 2 mois de salaire d'un prof. Voilà, un instituteur, un Levi's 501, ça valait le prix de 2 mois de salaire. Il explique tout ça. Il disait, bah voilà, vous avez fait croire au marxisme et tout, vous avez fait croire à la révolution, ce en quoi croyaient les gens qui sont morts à Stalingrad, il n'y a pas de problème. Peut-être pas tous, une grande partie y croyaient pour de vrai. Sauf qu'en 81, vous voyez les apparatchiks du parti, et bon, là vous voyez qu'il y a... Voilà, la société sans classe, c'est du foutage de gueule, quoi. Eux, ils font leur shopping dans des magasins à part,
ils ont de l'argent à part, ils ont des privilèges à part, et tout le monde voit bien que ça fonctionne pas. L'UE, c'est ça. Vous avez une métastructure, une hyperclasse, qui ne suit pas ses propres règles. Encore une fois, Thierry Breton, il est fiscalisé au Sénégal, il ne suit pas ses propres règles. Il vous parle de confiscation sur compte, etc. Mais lui, ses comptes, ils sont en Union européenne, vous en faites ça pour lui. Et d'une façon générale, ces gens-là sont irresponsables du point de vue pénal, moral, philosophique, spirituel, mystique, ce que vous voulez. Les conséquences de leurs décisions, ils ne les subiront jamais. Jamais. Et ça, c'est la voie la plus rapide vers la décadence en conclusion. Quand vous créez un système où les gens qui prennent des décisions n'ont aucun skin in the game, comme dit Nassim Nicolas Taleb, c'est un terme de poker, ça veut dire est-ce que j'ai de l'argent dans le pot, est-ce que je joue ma peau, c'est ça que ça veut dire, skin in the game, jouer sa peau. Quand les preneurs de décision n'ont aucun skin in the game, ne souffrent aucune conséquence des décisions qu'ils prennent, la décadence est assurée dans l'histoire. On a des tas d'exemples, la Chine, quand la Chine se met à déchoir, puisque c'est ça que ça veut dire décadence, à l'Herming, c'est exactement ça. Quand l'Espagne des Habsbourg se met à déchoir, c'est ça. À chaque fois que vous mettez à la tête d'un pays des gens qui ne subissent pas les conséquences de leurs actions, vous avez une décadence immédiate. Et encore une fois, ça vous donne ça, un chargeur universel, où en ce moment la Chine vient de breveter une nouvelle technologie de batterie, où là maintenant une voiture BYD pourra avoir 2000 km d'autonomie. Voilà. C'est pas nous, c'est les Chinois qui ont fait ça. Ils ont aussi des bateaux-usines, et notre industrie auto européenne est morte. Hein. Je crois que tout le monde est au courant là-dessus, elle est cuite. C'est un enterrement, on va plutôt aussi faire le signe de croix. Mais vous regardez par exemple ce qu'a fait Carlos Tavares chez Stellantis. Il a liquidé les marques comme Maserati et Alfa Romeo. Il ne reste plus rien. Aujourd'hui, une Alfa Romeo, c'est une Peugeot avec une carrosserie italienne. Non, mais c'est pas une blague, c'est pour de vrai. Une Alfa Romeo aujourd'hui, c'est un châssis de Peugeot avec une carrosserie italienne. Et la marque est en plein déclin, et toutes ces marques sont en plein déclin, parce qu'en fait, Stellantis ne peut pas être compétitif face aux hordes de Attila, le BYD, qui sont en train de débarquer en Europe. Donc voilà, la solution, c'est évidemment de dégager tout ça, ou comme disait Johan du Canard Réfractaire, il faut brûler l'UE. Je l'aime bien ce petit. Et vous mettez à la tête des industries des pays du continent d'Europe, vous mettez des gens qui vont subir les conséquences de leurs actes, des gens qui ont du skin in the game, et d'une façon générale, vous ne vous faites gouverner que par des gens qui ont du skin in the game, et c'est comme ça que vous pouvez avertir la déchéance de ces pays-là. Autrement, ça sera la Rome antique au 5e siècle. Merci. Je ne voudrais pas vous déprimer du tout, la France est un pays magnifique, mais effectivement, ce qu'on entend de la part des réfugiés français qui s'installent en Suisse, c'est vraiment très très sombre. Les gens pensent qu'il n'y a plus d'avenir, les gens pensent qu'on ne peut plus travailler, on ne peut pas réussir sa vie en restant en France. Et donc, je me ferais quand même un plaisir et même un devoir de rappeler que l'histoire a connu des hauts et des bas, et que si c'est une période de descente et de bas pour la France, il y aura de nouveau des hauts. La France va continuer, il y aura des hauts et des bas pendant encore des centaines et des milliers d'années. Donc essayons de prendre de la distance et de se dire les choses vont aller mieux, puisque effectivement pour le moment il est clair qu'il y a une opinion assez sombre manifestement, et c'est pas seulement de l'esprit de protestation typiquement gaulois. C'est vraiment, puisque les gens partent, les réfugiés votent avec leurs pieds, donc il y a en ce moment une période creuse, mais j'insiste, des jours meilleurs arriveront, il y aura des phases bien plus heureuses, c'est sûr. L'histoire n'est qu'une série de hauts et de bas, il y aura des hauts. Bon ben voilà, les tables rondes sont finies. J'ai pas réussi à interviewer des participants, enfin je veux dire des gens quoi. Mais bon, là, ce matin c'était sympa là. Surtout moi j'ai bien aimé l'histoire des VPN là, qui sont maintenant détenus de plus en plus par des boîtes privées en fait. Donc on croit être protégé avec le VPN, puis en fait non. Alors apparemment les seuls qui sont bien, ce serait NordVPN. Voilà. Bon, puis cet après-midi,
À vrai dire, j'ai pas vu grand chose. Je suis arrivé sur la fin parce que à cause de mon pied là, je me suis pris du paracétamol à l'opium. Je surveille la chienne en ce moment qui est en train de se rouler dans le caca encore là. Ah, Uli, viens là. Et du coup, je me suis endormi. Bon, c'est pas grave. Là, prochain truc, c'est le discours d'Asselineau. J'espère que ça va être cool. Bah, moi, je pense... je connais à peu près le truc. Je connais à peu près par cœur l'histoire. Mais enfin bon, c'est toujours intéressant de le voir en live. Puis voilà, ça fait un petit tour en camping-car. J'ai testé le chauffage ce matin et ça marche. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est cool, ça marche. Donc bah, voilà quoi, allez, ça continue, ça continue. Et voilà, on attend le discours d'Asselineau, je suis content. Il y a le technicien Lucas qui a pris mes vidéos de drone, donc on verra bien s'il les met sur le résumé, sur une vidéo qu'il a fait. La salle est encore remplie là. Voilà, et on attend. Et en phase avec l'histoire. Et ça fait plus de 18 ans et demi maintenant que j'ai créé l'UPR, et lorsque j'ai créé ce mouvement, je vous l'ai souvent dit, c'était une gageure. Beaucoup de personnes, y compris de mon entourage le plus proche, mettaient leurs doigts sur la tempe et tapaient comme ça. Voilà. C'est-à-dire que personne ne croyait déjà à la possibilité même de sortir de l'Union européenne, et deuxièmement à la nécessité d'en sortir. Donc c'était vraiment très très difficile. Les premiers temps furent extrêmement difficiles. Vous savez qu'on s'est développé Caron-Cara, mais un point tournant a été 2017, puisque on a eu cette chance historique que j'avais prévue, mais dont je ne savais pas quand est-ce qu'il se produirait, et qu'il y a eu un premier État qui a décidé de quitter l'Union européenne, qui était le Royaume-Uni. On en a parlé tout à l'heure avec John Loveland, donc avec cette décision d'organiser un référendum, et qui a eu lieu en 2016, qui permet de le souligner, c'est-à-dire quand même 9 ans après la création de l'UPR. C'est 9 ans après la création de l'UPR qu'il y a eu un référendum sur la sortie de l'Union européenne au Royaume-Uni. Ce qui prouve à quel point, en 2007, c'était quand même des idées presque inimaginables, puisque au Royaume-Uni, on n'en parlait pas non plus. Et donc cette sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, très difficile. John Loveland nous expliquait que ça a pris 4 ans. L'État profond britannique a tout fait pour faire capoter le projet, en faisant nommer Theresa May, qui était une première ministre qui s'était battue pendant le référendum contre le Brexit. Un petit peu, j'ai souvent pris cet exemple comme si d'un seul coup, il y avait quelle mouche piquait Macron et qui décidait, pour sortir par exemple de l'impasse politique dans laquelle nous sommes, qui décidait d'organiser un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne, sur le Brexit. Imaginons que les médias donnent la parole à 50-50 pour le oui, 50-50 pour le non. Imaginons que les Français votent en faveur du Brexit. Mais qu'est-ce qui se passerait Il se passerait que Macron serait fondé à rester président de la République et à avoir toujours le corps nu pour faire le Brexit.
Vous imaginez? Alors même qu'ils auraient milité pour le non. C'est exactement ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Parce que la logique politique eût voulu que c'était le partisan, le principal promoteur du Brexit, qui, normalement, aurait pu succéder à David Cameron, c'est-à-dire Nigel Farage, mais comme il n'avait pas de député au Parlement et que les institutions britanniques sont ainsi faites que le Premier ministre, c'est celui qui a le plus de députés au Parlement de Westminster, eh bien c'est le parti conservateur qui était très très majoritairement anti-Brexit qui a été chargé de mener le Brexit. Alors je le dis ici parce qu'il y a régulièrement des gens qui disent « oui, mais regardez, le Brexit, ça marche pas du tout, les Anglais veulent absolument revenir dans l'Union européenne, ils sont ravagés de remords et d'inquiétudes, etc. Regardez les manifestations qu'il y a au Royaume-Uni, c'est vraiment pas convaincant. » Alors je vous le dis, parce que si vous avez des personnes qui vous disent ça dans votre entourage, vous leur répondez, premièrement, que le fait d'être sorti de l'Union européenne ne vous garantit pas, ipso facto, d'avoir un gouvernement excellent. Ce n'est pas parce qu'on sera sorti de l'Union européenne que l'on est sûr et certain d'avoir un gouvernement excellent. Il y a eu dans l'histoire de France des bons gouvernements et puis des mauvais gouvernements. Or, actuellement, Keir Starmer ressemble comme deux gouttes d'eau à Macron. Il a le même type de politique, il est assujetti aux mêmes forces, en réalité. Et donc, en fait, le Brexit a été en partie volé aux Britanniques. D'ailleurs, toutes les potentialités du Brexit n'ont pas été utilisées, notamment tout un appareil réglementaire, etc., qui aurait pu voler en éclats, et qui est resté. Et vous voyez bien d'ailleurs que Keir Starmer mène la même politique agressive, belliciste vis-à-vis de la Russie que Merz et que Macron, c'est-à-dire qu'ils ont en fait les mêmes commanditaires, et que finalement, du point de vue stratégique, il y a plus de proximité entre Keir Starmer et Macron et Merz, vis-à-vis de ce sujet, que par exemple entre Macron et Mélanie ayant fait savoir qu'elle refusait qu'il y ait quelques troupes, soldats ou armements italiens qui soient prépositionnés en Ukraine. Et de voir que M. Bardella, pour parler de lui, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'euro, pour l'Union européenne, pour l'OTAN, pour l'Ukraine. Il est allé banqueter avec lui et Mme Valérie ailleurs, rappelez cette gloire de la Macronie au Parlement de Bruxelles, etc., etc. Les Français ont mesuré, avec la crise des Gilets jaunes, que manifester eh bien, ne servait en fait à rien. Rédiger des cahiers de doléances ne servait à rien. Tout a été, c'est une espèce de tour de passe-passe assez ignominieux, enfin c'est très, très offensant pour le peuple français. Il y a eu plus de 500 000 pages qui ont été écrites à travers toute la France. Il y a eu des dizaines de milliers de cahiers de doléances et tout ça a été classé verticalement aux archives départementales. Il faut quand même le faire. Il y a eu un deuxième point qui est arrivé avec cette affaire aussi, c'est que la crise de Covid a montré qu'aux Français qu'on pouvait vraiment plus faire confiance même aux plus hautes autorités. Il y a beaucoup de gens qui ont cru encore dans le magistère moral de l'État, le ministère de la Santé, qui ont été appelés à se défier des complotistes, etc. Et puis, malheureusement, la suite de l'histoire a montré que ça n'était pas reluisant. Et on découvre, bon, c'est quand même fort heureusement relativement limité, mais on découvre quand même que les effets secondaires des injections ARNM eh bien, sont loin d'être aussi, comment dirais-je, inoffensifs qu'on dit. Et il y a quand même des inquiétudes qui se sont multipliées sur tel ou tel aspect de la santé, avec parfois des personnes jeunes qui décèdent brutalement, avec des cancers turbos, etc., etc. Bon, je ne pense pas, je ne suis pas de ceux qui sont des catastrophistes et qui disent en fait 90% de l'humanité va être décimée, ça je n'y ai jamais cru, mais c'est vrai que les effets nocifs ont été totalement sous-estimés, et pire encore, il était interdit de se poser des questions. On en a parlé ce matin lors de la table ronde sur la liberté d'expression. Il en résulte, je pense, un divorce important entre la population française et ce qu'on appelle les élites, c'est-à-dire le monde politico-médiatique. C'est un point fondamental. De la même façon qu'il y a commencé un divorce entre la France, les Français et la construction urbaine avec le référendum de 2005. Beaucoup de Français n'ont pas oublié. Je vais d'ailleurs sur les réseaux sociaux, lorsqu'il est question de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, qui du point de vue du droit strict pose quand même un certain nombre de difficultés et de problèmes. C'est pas extraordinaire
de voir la façon dont ça se passe. Je parle du point de vue du droit strict, mais je vois sur les réseaux sociaux énormément de gens qui disent de toute façon, il méritait ça parce qu'il a trahi les Français avec les 55% de Français qui avaient voté non à la Constitution européenne, il a bradé l'ordre des Français, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça, il a flingué le régime de Kadhafi en Libye qui était un verrou justement pour l'immigration venue du Sahel et de l'Afrique, etc., etc. Donc il y a quand même des gens ressortent parmi les premiers arguments contre Nicolas Sarkozy. Il y a d'abord et avant tout cette affaire qui ne passe pas, qui n'a jamais passé, du référendum de 29 mai 2005 trahi. S'y ajoute la crise de la Covid, la défiance vis-à-vis des dirigeants politiques et des dirigeants des médias, et puis s'y ajoute encore d'autres éléments qui sont les plus récents, avec la crise vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, et d'un seul coup, les Français, à qui on avait dit que la construction européenne c'était la paix, découvrent en fait c'est en train de nous en entraîner vers rien moins qu'un risque de troisième guerre mondiale, avec un risque de guerre nucléaire vis-à-vis de la Russie, sur un sujet en fait dont 98% des Français se moquent éperdument dans le fond, qui est la situation en Ukraine. Bonjour monsieur, alors vous êtes, présentez-vous? Je suis François Caille, je suis très récemment adhérent du PR. Adhérent, d'accord. Adhérent depuis deux mois et demi. Ah ouais, d'accord. Après avoir longtemps été très méfiant avec la politique, je le suis toujours, mais vu la situation de la France, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et à force d'écouter Asselineau, je me suis décidé, j'avais déjà... Ouais, vous avez franchi le pas? Je franchis pas, j'avais déjà participé à une réunion près de chez moi, en région parisienne, il y a 2 ans. Et puis à force de l'écouter, et puis de voir la situation de la France, je me suis décidé, je suis adhérent et je suis prêt à militer. Très bien, aussi. très bien. Alors vous étiez là hier, ouais, vous en avez pensé quoi des hier, conférences? c'était très bien. Déjà, moi, c'est la première fois que je viens ici. Ouais, moi aussi. Je trouve que l'ambiance est sympathique, les gens qu'on rencontre sont agréables, il y a une bonne ambiance, un bon état d'esprit. C'est clair, et puis c'est un petit peu toutes les cultures, moi j'ai vu ça, toutes les classes de société. Oui, alors moi j'ai un petit problème, c'est quand je suis dans une salle bruyante, j'ai des problèmes auditifs, et ça me gêne pour discuter. Donc là dehors c'est parfait, Ouais. mais hier en mangeant j'avais du mal à discuter quand même. Moi j'ai rencontré des gens intéressants, quand même j'ai pu discuter avec des gens intéressants. C'est globalement du français moyen. Parfois certains Oui, globalement, ouais, en généralité. classes plus populaires, aussi certains un peu au-dessus, mais Oui, oui. c'est vraiment c'est à la France quoi. C'est ça, exactement. C'est la Donc, France. le bilan, ouais, super. Le bilan c'était très bien organisé déjà. Vous êtes comment? Vous êtes à l'hôtel ou en Moi camping-car? je suis venu à l'hôtel, oui. Non, j'ai pas de camping-car. Pas de camping-car, vous aimez, non? Alors, d'abord, j'aime pas trop. J'habite en proche banlieue parisienne. Déjà, garer une pour le C3, garer, ouais. Déjà, bon. garer une C3, c'est compliqué. Ouais, ouais. Surtout maintenant, ils nous font plein de voitures, place pour les voitures électriques, qui sont vides à 99% du temps, mais ça fait des places en moins. Enfin bon, dans 2 ans, je serai plus là, donc ça ira mieux. Oh, bah non, on parle pas de malheur. Ah, bah, c'est Non, bien. mais je serai plus là en région parisienne. Ah, Je ok. serai ailleurs. Je croyais que c'était... Remarquez, c'est pas ce qui peut arriver. Mais On bon. sait pas, on sait pas. Bon, bah, super, Non, bah, merci. Les intervenants étaient très intéressants. Ouais. Je trouve qu'Idriss Aberkane, que je connais, mais a vraiment fait une analyse très détaillée sur le plan des manipulations de l'opinion, à la fois sur le plan psychologique, sur Bien le plan sûr. des fausses informations, des fausses qualifications d'événements, etc. Il a vraiment fait quelque chose de très détaillé, très poussé. J'étais Cette impressionné. espèce d'inversion des valeurs. Absolument, ouais. Le mensonge devient vérité. Il était allé très loin dans l'histoire, dans les événements, c'était vraiment de grande qualité. C'était sympa, ouais, vraiment. Les autres intervenants, bien sûr, sont aussi de grande qualité. Bien sûr. Je les connaissais aussi. Bon, bah merci. Alors, et du coup, donc toi, c'est Alors moi c'est Gwenaël, donc j'habite Ah, Rennes. Rennes, bah Gwen, hein, c'est breton. Voilà. Hein, voilà. Donc moi je suis membre de l'UPR depuis 3 ans maintenant je crois. 3 ans, hein, 3 ans, donc adhérent. pareil, découvert François Asselineau. Alors moi Sur le net, pour la petite anecdote, pareil, comme monsieur tout de suite, très méfiant sur la politique depuis de nombreuses années. Bah, la plupart sont des menteurs. Et en fait, quand je l'écoutais parler, je me suis rendu compte que il disait ce que je pensais depuis longtemps, quoi, en fait. Donc forcément, voilà. On est tous un peu dans le même cas. Et bah oui, voilà. Donc
Donc c'est pour ça que, voilà, par contre, c'est sûr que lui, il a des mots pour vraiment détailler, on va dire chirurgicalement, tout ce qui se passe. Voilà, c'est ça, c'est conférencier. C'est très précis, c'est très... Voilà, un petit peu comme un prof d'université. Exactement. Et moi, la vidéo sur l'histoire de France, je conseille aux gens d'aller la voir parce que bon, c'est long, c'est 3h30. Mais il n'y a pas que celle-là. Mais franchement, celle-là, je pense qu'elle est très intéressante. Très vue d'ailleurs. Et elle est très vue, oui. Elle est très vue, oui. Elle devrait même être enseignée dans les écoles, je pense. C'est sûr. Par les profs d'histoire. Donc, alors, il n'y a pas que le Frexit à l'UPR. Hein. Non, il n'y a pas que le Frexit. Il y a tout ce qui se passe par rapport, l'éducation, l'immigration, l'immigration, l'éducation, la santé, la désindustrialisation de la France. Voilà, exactement. Vous voyagez un petit peu ou... Alors je voyage hors de France, c'est exceptionnel. D'accord. En France, oui, parce que... Alors cette année c'est un peu particulier, mais tous les ans avec des copains on fait une virée en moto assez loin. D'accord. Ça peut être la route des Alpes, ça peut être la Corse il y a 2 ans, on va dans le sud de la France, etc. Bon, cette année en fait moi on a acheté une maison dans la Manche et on va s'y installer dans 2 ans quand ma femme sera en retraite. D'accord, dans le Et cette année on a circulé dans la Manche. D'accord. J'avais un de mes 2 copains qui ne connaissait pas du tout, donc il a apprécié, il a fait beau en plus au mois de juillet, donc c'était parfait. Et puis une petite route sympathique dans la Manche. Ouais. Donc, voilà. Et toi Gwen, du coup tu voyages un petit peu en France, je veux dire c'est pour parler de la désindustrialisation. Moi je vois ça par mon métier, je suis électricien industriel, donc je travaille dans les usines. Voilà, donc on voit bien le process aujourd'hui, que les marchés sont très serrés. Hein. On a du mal à trouver des fonds. En fait, les entreprises ont du mal à trouver des fonds pour améliorer la qualité des usines. Ouais, il y a beaucoup de délocalisation. Alors, par contre, tout ce qui concerne panneaux solaires, voilà, ça, par contre, ça, il n'y a pas de souci. Je me suis fait avoir, perso. Les gens croient que c'est gratuit, mais non, c'est pas gratuit en fait. Non, si c'est subventionné par l'État, c'est les impôts. Donc, c'est l'argent du contribuable. Ça m'a coûté 25 000 € cette affaire. Oui, je suis content. Bon, après, ça me fait baisser ma note des lettres. Mais pas tant que ça, parce que j'ai mes parents qui ont fait ça aussi. Et je lui ai demandé, à ma mère, je lui ai dit alors, le bilan d'1 an et demi. C'est dans le sud-est. C'est pas folichon. Non, c'est pas fou, c'est clair. Et puis disons que, voilà, donc, et puis il y a le marché de l'énergie, ça c'est... Voilà, pour ceux qui ne savent pas, on vend de l'électricité à l'Allemagne à 0, à rien. On leur donne l'électricité. C'est clair. Bah voilà. Et puis nous, on nous l'a fait payer 3 ou 4 fois le prix. C'est du délire. Mais non, mais c'est le monde à l'envers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Moi j'avais écouté sur un site... le monde à l'envers. J'avais écouté sur un site belge qui s'appelle Kairos, K-I-R-O-S, une interview de Furiani, je crois qu'il s'appelle, c'est un ancien membre des fonctionnaires de Bruxelles, il travaillait sous l'égide de la Commission européenne, et il est en retraite, donc il a dit comment ça a été pensé et organisé le marché de l'électricité. Alors d'ailleurs la personne qui l'a interviewé m'a dit pourquoi vous ne l'aviez pas dit avant. Avant j'étais employé, fonctionnaire de l'Union européenne, je ne peux pas aller sur les médias cracher sur le morceau. Comme aujourd'hui un fonctionnaire en France ne peut pas aller s'exprimer, dire n'importe quoi, comme un employé d'une entreprise privée ne peut pas aller dire n'importe quoi, n'importe où, parce qu'il va y avoir des problèmes. C'est comme ça que ça marche maintenant. Et il a bien expliqué que le but du jeu, c'est que le prix d'électricité dans le marché européen d'électricité, il est basé sur l'énergie primaire la plus chère. Donc ça a été fait pourquoi ? Parce que ce qui coûtait le plus cher, c'était l'éolien, parce que ça demande de gros investissements par rapport aux autres modes de production d'énergie qui sont déjà amortis pour la plupart. Et donc ça coûte très cher d'investir dans l'éolien. Et donc, comme les Allemands avaient choisi de faire de l'éolien et du gaz... Les Autrichiens aussi, on a oui, surtout les Allemands. Et donc, pour que ça marche en Allemagne, il fallait aligner le prix pour que l'éolien soit rentable. Bien sûr. Et donc, nous, on a répercuté ce prix. Et alors, avec la crise ukrainienne, quand on s'est privé du gaz russe, le prix du gaz a explosé, parce qu'on l'a importé beaucoup plus cher que ce qu'on payait aux Russes. Et donc, ça a fait exploser le prix de l'électricité. Donc, en France, on est dans une situation où on ne produit pas d'électricité avec du gaz, ou quasiment pas.
Et ça a multiplié le prix par 3 ou 4 pour certains. On sait qu'il y a des boulangers qui ont fermé. Moi, je suis originaire du bassin de la Sambre dans le Nord. Il y avait une usine de verre qui a pris le prétexte pour fermer définitivement. Ouais, les boulangeries, les factures d'électricité, des petits commerces, des artisans, du verre, donc au gaz. Et ben voilà, on se retrouvait avec une électricité qui a flambé, alors qu'en France, on n'utilise pas le gaz pour faire l'électricité. C'est une aberration totale. Et on en arrive à la situation où, en quelques mots, le réseau électrique, il faut toujours aligner la production à la consommation, à chaque instant. Et si à un moment donné, il y a trop de production par rapport à la consommation, il faut baisser la production. Alors des centrales au gaz, au charbon, nucléaire, on peut baisser un peu, mais une centrale au charbon, une centrale nucléaire, on ne peut pas l'arrêter. C'est impossible. Sinon, la procédure de redémarrage est très lourde. Donc on peut baisser un peu son rythme de production, mais jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, on se retrouve avec trop d'électricité quand même. C'est comme les bateaux de croisière, c'est impossible. On ne peut pas les arrêter. On ne peut pas arrêter les moteurs, sinon c'est trop galère. Et ce qui se passe alors à ce moment-là, c'est qu'on a trop d'électricité, mais les règles du marché européen de l'électricité, fixées par la Commission européenne, on est obligé d'acheter en priorité de l'éolien ou du solaire. Ah, ça je ne savais pas. Ah bah si, c'est obligatoire. Ah, okay. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a sur l'offre du marché de l'électricité de l'éolien, du nucléaire, du gaz, de ce qu'on veut. Vous êtes obligé d'aller en priorité sur le solaire et l'éolien. Donc EDF se retrouve parfois avec trop d'électricité, parce qu'il ne peut pas baisser plus le fonctionnement de ses réacteurs, il y a un minimum. Parce qu'un moteur, si son régime de ralenti c'est 800 tours, vous ne pouvez pas le faire tourner à 400 tours. Et donc ils sont obligés de payer les gens pour acheter l'électricité. Donc vous, on vous la facture très cher. Il y en a, ils sont payés pour consommer l'électricité nucléaire française. C'est une aberration. Mais c'est le monde à l'envers. Absolument. On a le problème au Danemark qui paye pour se délester de son électricité supplémentaire grâce aux éoliennes. Donc ils sont obligés de payer pour exporter l'électricité pour qu'elle soit consommée, sinon le système saute. On arrive à des aberrations, mais on marche sur la tête. Et quand on a compris qu'on marche sur la tête, on commence à réfléchir. Et les Allemands, d'ailleurs Jean Covici a fait d'énormes conférences là-dessus, sur l'éolien, etc. Les Allemands, ça leur a coûté, je ne sais pas si c'est 100, 200 ou 300 milliards d'euros. En fin de compte, on ruine le pays, mais ces gens-là, ils ont un but, c'est de ruiner les pays. La dette est voulue. C'est un système financier difficile à expliquer avec clarté, etc. Mais si on veut être concis, la pensée française qui fait la synthèse, on marche en reculant, voilà. Ou alors, comme me disait mon ancien patron, on se gratte l'oreille gauche en passant par derrière la tête. C'est tellement simple de faire comme ça, alors on fait comme ça. Ouais. Bah, je vais vous flouter, monsieur. Je vous filme, mais je vous. Oui. Après, voilà. Ouais, ça me fait penser à la conférence d'hier avec les Suisses et puis le code du travail qui était comme ça. C'est un peu mais c'est compliqué de faire simple. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple. Pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie? Oui, voilà, mais c'est difficile de faire simple. C'est difficile de faire simple, comme c'est difficile d'expliquer. Enfin, le système actuel est tout à fait simple à comprendre. Les traités européens constituent un programme politique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que j'aime pas le terme d'extrême, etc., mais je dirais du Rassemblement national à la France insoumise, ces gens-là, s'ils arrivent au pouvoir, ils auront la politique actuelle qui est la politique des traités européens. Il faut comprendre que le fait que la France ait adhéré à l'Union européenne, ces traités constituent un programme politique où, pour être plus simple, pour que les gens puissent comprendre avec simplicité, comprendre, parce qu'il faut rester un petit peu, parfois un peu terre à terre, c'est pour les élus nationaux un code de la route. Quel que soit le conducteur, quel que soit le conducteur d'une voiture, il doit respecter le code de la route. Donc on est dans ce cadre-là. Après, ils ont des discours différents, mais en fait, c'est des discours qui ne veulent rien dire parce qu'ils ne peuvent rien faire. C'est sûr. Alors après, de toute façon, on a signé un papier comme quoi on était d'accord avec ce truc-là. Voilà. Donc on est obligé d'appliquer, sinon on se prend des amendes. Et en fait, ce où c'est plus flagrant dans les traités, c'est au niveau agricole. Vous avez des articles qui parlent de la politique agricole, et le président a fait une ou deux conférences là-dessus, sur ce sujet-là. Il est dommage qu'il ne les ait pas remis, en public, parce qu'elles n'ont pas été publiées, où il démontre en fait l'absurdité de la politique agricole, parce qu'on prône
une augmentation de la production ad vitam aeternam, sans limite de temps. Oui, comme voilà. Et en fait, si vous voulez, mais dans les traités européens, il y a beaucoup de points comme ça, si vous voulez. Et en fait, la fourberie des politiques aujourd'hui, qu'ils soient de droite, de gauche, etc., ça veut rien dire. De toute façon, c'est qu'ils ne disent pas la vérité aux gens, ils font croire aux gens qu'ils vont avoir une politique différente alors qu'ils ne peuvent pas. C'est un peu comme si je vous dis montez avec moi en voiture, on va rouler à 120 ou 130 sur le national ou le départemental. Alors que vous avez une voiture et sans puis permis. au bout de 2-3 km, vous dites je comprends pas, vous m'avez promis qu'on allait rouler à 120, 130, on est à 80, 90. Ah bah oui, mais j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un code de la route. On est dans cette situation. Oui, super. Voilà, et si vous voulez, quand je prends un exemple classique, c'est pour que les gens puissent comprendre dans la vie quotidienne comment on peut transposer l'existence, les contraintes des traités européens dans la vie courante. À partir du moment où on a compris ça, on peut être pour, on peut être contre, mais au moins on sait de quoi on cause. Alors la fourberie des hommes politiques, c'est qu'ils n'expliquent pas ça en toute simplicité. Donc les gens, ils disent on n'y comprend plus rien, mais c'est voulu. Oui, il y en a d'autres qui préfèrent pas comprendre. Oui, j'en connais plein. Oui, peut-être, mais vous avez aussi le problème, si vous voulez, on a besoin d'un certain nombre de paramètres pour comprendre quelque chose, soit de la mathématique, de la physique, de la chimie ou je sais pas moi, dans les sciences que dans la littérature. Mais si vous voulez, il y a, je dirais, c'est le mensonge par omission. On ne dit pas la vérité aux gens. Parce que si on leur disait la vérité, les hommes politiques, quand je dis vulgairement, ils pourraient rentrer chez eux la queue basse. Parce qu'en fait, de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est le même programme. Alors qu'ils font croire qu'ils peuvent faire quelque chose de différent. Si je peux me permettre, Ségolène Royal, il y a quelques années, avait déclaré lors d'une interview à la télévision, on lui avait posé la question, quand vous étiez ministre de l'Environnement pendant le mandat de Hollande, vous avez fait ci, vous avez fait ça, elle a dit j'ai appliqué les textes européens. Voilà. Mais elle l'a dit clairement. Là, c'est vraiment, c'est pas du complotisme. C'est Ségolène Royal, ex-ministre, qui a dit quand j'étais ministre, j'ai appliqué les textes européens. Point. Le problème, elle est très franche. Moi, je ne me rappelle pas de cette déclaration. Elle a tout dit en une phrase. Mais ça, vous l'entendez une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Si bien que les gens n'y prêtent pas attention. Voilà, on est toujours dans ce problème. Voilà. Bon, Frexit alors ou pas Frexit? Le Frexit, ça imposera automatiquement le système. Si vous voulez, quand vous étudiez l'histoire, les constructions supranationales n'ont jamais résisté autant. Bien sûr, bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est une loi de la nature. Alors, ça va demander 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ça finira par exploser. Et le problème, il y aurait intérêt à sortir tranquillement comme ont fait les Anglais. Voilà. Et il y a des forces derrière qui, de toute façon, il faut comprendre que le système, les traités européens ou la construction européenne est une dictature qui ne dit pas son nom. C'est là la fourberie, on a fait croire aux gens, etc. Mais le président Asselineau l'explique avec clarté. Il y a une conférence, si les gens veulent se documenter, je dirais, même s'instruire, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai découvert ça la première fois, j'ai dit au moins maintenant je comprends certaines choses que je ne comprenais pas jusque-là. Il y a une conférence qui s'intitule « Qui gouverne la France ?» Qui gouverne la France, je l'ai vu plusieurs Alors fois. quand vous avez vu ça, déjà, vous comprenez des choses, et puis ensuite vous avez une très belle conférence sur les origines de la construction européenne, deuxième conférence, et la troisième sur l'histoire de France, où il fait c'est la plus regardée. Ça dure. Alors le problème des gens, c'est que c'est des conférences qui durent 2 à 3 heures. Les gens disent c'est long. Je réponds, on n'a pas appris à lire et à écrire en 10 minutes ou un quart d'heure. On a passé des années. Je parle pas du français ou des langues européennes avec l'alphabet qu'on a, etc. Mais prenez le cas par exemple en Orient, les Chinois, les Japonais. On considère qu'un Japonais ou un Chinois, pour qu'il puisse lire le journal, il faut qu'il ait 14, 15, 16 ans. Compte tenu du fait que les caractères, c'est un peu comme des hiéroglyphes, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Alors qu'en France, un gamin de 9 ans ou 10 ans qui sait lire normalement, il arrive à lire le journal. Il arrive à lire le journal, même s'il ne comprend pas tous les termes, etc. Mais il peut lire. De moins en moins. Je vois mon père, il lisait le journal à 5 ans. Je vois une de mes filles, j'espère que tu ne regarderas pas la vidéo. Elle va avoir 9 ans là, et elle a toujours du mal à lire. Oui, mais alors c'est le problème de la méthode. Bon, je ne suis pas spécialisé en enseignement, vous avez la méthode syllabique, la méthode globale, etc. Tout ça. Moi, je vois ma sœur, elle en parle toujours. Bon, elle a quand même un petit peu quelques années de moins que moi, mais elle a appris à lire très très
vite parce qu'elle voyait mon père lire le journal et elle avait envie de pouvoir lire le journal. Donc elle a appris à lire très très vite, peut-être en 3 mois, 6 mois, un truc comme ça, quoi. Alors, petite question qui n'a rien à voir avec l'UPR. Oui. Vous êtes camping-cariste ou pas? Absolument pas. Non, ça vous intéresse pas? Ah, non, de toute façon j'ai ma voiture et puis c'est pas que ça ne m'intéresserait pas, mais bon. Et vous venez d'où si Alors moi j'ai du département de l'Orne. Alors l'Orne, dites-moi, c'est l'Orne, c'est. Alors c'est le pays. Alors moi je suis dans une zone. C'est le Picard. Non, c'est la basse Normandie. Je suis d'une région. Vernon. Non, pas du Alençon. tout. Oui, voilà, mais plus. Je suis à la limite, disons, de l'Orne, la Mayenne et la Manche. Je suis dans le cru ou dans le fief du Calvados. D'accord. Où il y avait les trafiquants de drogue, pas de drogue, de Calvados autrefois, le trafic, d'accord. du Calvados. Bon, très bien. Merci, c'est monsieur. un peu perdu, ça, aujourd'hui, c'est terminé, mais bon, ça fait, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait énormément de trafic, et le Calvados valait des sous, il y avait un énorme trafic, C'était pas comparable avec le trafic de la drogue qu'on a aujourd'hui, qui est autre chose, quoi. Ouais. Voilà. Bon, merci messieurs, et puis bonne continuation. Hein. Ce matin, il y a encore des choses. Voilà. Bon, je vais avoir du boulot pour flouter tout le monde. Bon voyage en camping-car. Ouais, merci. Bonjour monsieur, alors du coup l'université touche à sa fin, là, le bilan positif dans l'ensemble? Oui, positif. Je me présente d'abord, Nicolas Bauer, je suis délégué départemental du Var, département du Var. Et oui, c'est positif. On a eu 750 personnes, grosso modo. Hier, voilà. Et 2 tables rondes extrêmement intéressantes. C'est sympa. Ouais, vraiment. Ouais. Et avec des invités de première. De toute façon, je ne vais pas trop donner de détails sur ces tables rondes. J'ai filmé un petit peu. On pourra les voir. On pourra les voir ensuite en différé sur la chaîne UPR TV. Et puis, moi aussi, j'ai filmé un peu. Voilà, vous avez filmé aussi en partie. Voilà. Pas tout, hein, mais oui, parce que sinon ça va durer. Oui, bien sûr. Ouais. Et que vous dire, nous on a des réunions du bureau national, des réunions du bureau politique, en aparté, on a des réunions aussi du Conseil national. Voilà, donc c'est une structure qui est quand même très organisée. Et puis, on s'organise, bien entendu, pour la présidentielle à venir, où François Asselineau s'est déjà déclaré comme candidat. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est notre travail, on aime ce qu'on fait. C'est quand même très, très familial et très amical ici. Oui, j'ai vu, il y a un peu toutes les classes de la société, une grande partie de la société moyenne. Et, il y a un petit peu de tout, on voit multiculturel, on dirait. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Ouais. Il y a vraiment des gens de tout horizon et c'est ça d'ailleurs qui rend la chose intéressante et amusante, parce qu'on peut passer d'une discussion sur un sujet à une discussion tout à fait à l'opposé avec une autre personne. C'est vraiment sympa. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est ma 3e université. D'accord. Ça fait longtemps que tu es adhérent? Alors, je suis adhérent depuis 2017 et délégué depuis 2022. D'accord. Bon, ça fait un petit moment quand même. Ouais, ça fait un moment. Ouais, mais quand on s'engage à l'UPR, on comprend assez vite qu'on s'engage pour quelque chose d'important et c'est sûr. Ça prend à cœur, quoi. C'est sûr. Et niveau, c'est peut-être indiscret, niveau des adhésions ce week-end, ça a marché un petit peu? Alors, je sais pas. Ça en général, exactement. Les chiffres, je les connais pas. Je m'y suis pas intéressé. Mais lors d'événements comme ça, on a toujours, de toute façon, des gens qui finissent par, après avoir écouté les tables rondes, les présentations, qui adhèrent de toute façon. Parce que comment ne pas adhérer à la première chose à faire, c'est adhérer aux idées. Oui, c'est ça, ouais. Oui, bien sûr, évidemment, oui. Adhérer aux idées, et puis... j'ai l'impression que, comment on appelle ça, la boutique de souvenirs, ça a bien marché, parce que ça tourne du tonnerre. Ouais. La tombola, ça a super marché aussi. Oui, t'as gagné? Non, t'as pas gagné. Non. Moi non plus, j'étais dégoûté. Il y en a qui ont gagné plusieurs lots d'ailleurs. Ah bon? Ouais, la dame de Washington. D'accord. Et puis il y a un autre petit monsieur aussi qui a gagné plusieurs fois. Bon, moi pareil, c'était bilan positif. J'étais content de venir. Parfait.
content de rencontrer des gens. Voilà, et vive la France libre. Mais bien sûr, évidemment. Je dis ça parce que je m'appelle Charles et je suis né un 18 juin. C'est pour ça que je m'y retrouve un peu. Bon bah merci Nicolas, merci et toi, puis bon retour dans le Var. Merci, au revoir. Salut, alors c'est comment ton prénom? Alors moi c'est Laurent et on se trouve ici à l'université d'automne de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, le parti de François Asselineau. Très bien, et donc toi tu t'occupais du bar là? Ouais, je suis bénévole, je rends service un petit peu et là je m'occupais du bar, voilà, un bar à Champagne. On a un ami qui est viticulteur, donc qui vient, donc on a le viticulteur avec nous qui est derrière, voilà. Et puis je suis très content d'être sur la chaîne d'Auguste. Les voyages d'Auguste. Les voyages d'Auguste, parce que je suis également camping-cariste. Ah, voilà. c'est parfait. Ça, c'est du mec bien. Voilà. Voilà. Et là, on a notre responsable informatique de l'UPR. Tiens, j'ai 2-3 trucs. Alors moi, hors caméra. Je vais terminer, mais j'incite donc tous nos amis camping-caristes à rejoindre l'UPR, le seul parti qui veut la libération de la France et qui veut que la France retrouve sa souveraineté. Voilà. Vive la France! Vive la France et vive l'UPR! Vive l'UPR! Allez, santé! Santé! Et voilà, ici s'achève cette vidéo. Alors c'était un format un peu long, hein, c'est pas à mon habitude, mais bon, voilà, l'occasion se présentait, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Il faut vous abonner, hein, et puis on met les pouces en haut évidemment, quoi. Hein. Des pouces, on s'abonne. Je pense que je vais rester ici ce soir, il n'y a plus personne là, je pense que je vais rester ici ce soir. J'hésitais là, à partir là, mais le musée du moteur de Saumur il est fermé demain. Donc je reste ici ce soir et puis après je rentre. Voilà, puis la semaine prochaine est une nouvelle semaine et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je sais pas du tout quand ce sera, quand je vais en faire une. Donc plus tard, ciao. Ouais, avant de partir quand même, vive la France libre et indépendante.